Bonjour à tous, bienvenue sur Télésud Global Africa. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs, autant vous le dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici même sur Télésud Global Africa dans l'entretien du jour. Alors, dans l'entretien du jour, vous savez, chaque semaine, on reçoit un invité avec évidemment un engagement, qu'il soit politique ou entrepreneurial. Alors aujourd'hui, on a décidé de recevoir un acteur politique. Il est adjoint à la mairie, chargé, vous savez, de toutes les questions européenne, relations internationales, mais également francophonie. Il est connu un peu quand même, il s'appelle Arnaud Ngacha. Bonjour Arnaud Ngacha. Bonjour. Monsieur le maire adjoint. Oui. Ravi de vous accueillir ici. C'est ma fonction, merci. C'est votre fonction. Merci. Ouais. Comment ça se passe d'ailleurs avec Madame Hidalgo, la maire de Paris? Moi, ça se passe vraiment très bien. Non, depuis le début de notre relation politique, puisque c'est une relation politique, c'est elle qui m'a proposé d'abord d'être candidat lors de sa réélection à la mairie de Paris. J'étais candidat dans le 9e arrondissement pour être maire du 9e arrondissement. Ça a été une surprise, elle me l'a proposé, je n'avais rien demandé. Et puis j'ai mené cette bataille de la mairie du 9e arrondissement. J'ai failli la remporter puisque je perds l'élection à 1000 voix. Et suite à cela, elle m'a proposé de devenir son adjoint à l'international, maire adjoint en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie. On ne pouvait pas dire non, c'est un mandat exceptionnel. C'est un peu votre ADN aussi, monsieur le maire adjoint. Moi, je pense... C'est vrai, je vous vois à l'œuvre, vous êtes dans votre élément. Le costume vous voit bien, on a envie de vous dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment... je ne sais pas où est la part de hasard dans la vie. En fin de compte, évidemment, il y a les choix que nous faisons individuellement, tout à chacun. Mais je pense qu'il y a des lignes qui se tracent. Et effectivement, quand je repense à mon parcours, quand je pense aussi à ce qui a constitué et ce qui constitue l'être que je suis, finalement, cette fonction de maire adjoint en charge des relations internationales de la ville de Paris me va comme un gant. Allez, on va parler avec vous dans le cadre de cet entretien du jour. Monsieur le maire adjoint, monsieur Arnaud Ngacha, vous savez, toute une série, vous êtes très impliqué auprès de la diaspora, mais pas que. Je vais vous faire réagir quand même quelques questions d'actualité toutes récentes, politiques, bien évidemment. Nous abordons aussi, vous savez quoi, les JO. On les attend, ces JO, on les attend, chers amis. Et on va en parler avec celui qui est à l'œuvre de ces JO aussi. Et on parlera, vous savez, de la francophonie. Parce que l'Afrique aussi se pose des questions. Vous le savez, je ne vous apprends pas. Tout à fait. D'abord, vous savez quoi, pour planter le décor, vous aviez fait une belle déclaration concernant la diaspora. J'aimerais qu'on l'écoute et je vais la proposer à celles et ceux qui nous regardent. Et on revient en parler parce qu'après, je vous poserai des petites questions un peu, évidemment, pas pièges du tout. Non. Mais des questions aujourd'hui qui sont d'actualité. Mélenchon, pas Mélenchon, vous êtes un homme politique de gauche plutôt. Tout à fait. Pas plutôt, de gauche tout court. De sensibilité de gauche. De sensibilité de gauche. Regardons cette déclaration, cet extrait. C'est vous-même d'ailleurs et vous parliez de la diaspora. Regardons cela. J'ai voulu faire une réunion ici, une grande conférence sur les diasporas parce que j'ai voulu montrer l'apport des diasporas dans le développement, dans l'histoire, dans la construction de cette grande ville. Paris, c'est une ville d'ouverture, c'est une ville d'échange, c'est une ville de diversité. Et c'est formidable aujourd'hui parce qu'on parle diaspora au sens large, que ce soit la diaspora arménienne, la diaspora portugaise. Je pense notamment à nos amis québécois qui font partie de l'Association internationale des maires francophones puisque j'ai voulu organiser cette conférence avec l'Association internationale des maires francophones qui a des grands réseaux francophones parce que la francophonie c'est aussi ça, ce sont des valeurs qui font vivre la diversité, qui font vivre la culture, qui font vivre les valeurs de Paris, qui sont des valeurs de tolérance, de richesse, de partage. On doit trouver des solutions dans cet idéal des valeurs de notre République et ne pas oublier que la France est la France. La France est cette grande nation parce que depuis maintenant des siècles, elle intègre aussi. Il ne faut pas oublier l'apport de toutes ces diasporas. N'oubliez pas nombreuses de ces diasporas aussi qui sont issues de l'histoire coloniale de ce pays. Pourquoi aussi on a cette histoire avec ces diasporas très riches? Parce que aussi il y a une histoire coloniale extrêmement longue, importante de la France. Je pense notamment à ce lien avec l'Algérie qui explique aussi une partie de ce que sont ces diasporas et de la présence ici aujourd'hui dans notre capitale notamment, mais en France plus largement. Vous savez pourquoi j'ai voulu diffuser cet extrait concernant la diaspora? Parce qu'on était à deux doigts quand même de se retrouver à Matignon avec Jordan Bardella, qui est aux manettes du RN, c'est-à-dire du Rassemblement National. On a beaucoup parlé des diasporas, justement. On a beaucoup parlé, monsieur le maire adjoint, des binationaux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez rassuré? Je ne sais pas si c'est le mot. Est-ce que vous êtes moins inquiet? Oui, comme tout à chacun, en tout cas les démocrates, ceux qui sont attachés à une certaine idée de la France et du
multiculturalisme de ce pays, de son histoire aussi, du fait que c'est la patrie des droits de l'homme. C'est un grand pays qui s'est construit avec l'apport successif aussi de Français venus d'ailleurs, avec notamment venus de cette histoire de la France, son histoire, son passé colonial, son passé esclavagiste aussi, si on prend en compte les Outre-mer. Et donc, je pense que nous avons tous été très angoissés, hein, quand même. J'avais échangé avec vous d'ailleurs. Hein, moi, je ne vous cache pas que je vous avais senti angoissé. Non, il y avait une grande angoisse. D'abord, une angoisse par rapport à tout ce que je dis, par rapport à cette histoire de mon pays. Et j'avais peur, en tant que maire adjoint en charge des relations internationales, non seulement que mon pays, que j'aime énormément, puisse renvoyer cette image, notamment à l'international, d'un pays qui se donne aux extrêmes. Et puis, il y a aussi une donnée personnelle, je ne vous le cacherai pas. Moi, je suis un garçon métis, mon père est d'origine camerounaise, et j'ai grandi avec le racisme. Nous étions dans une petite ville de province. De père camerounais et de mère française. Voilà, tout à fait. Ma mère est du nord de la France. Et mon père était un des premiers directeurs d'hôpital noir, j'aime pas dire ça, mais en tout cas de couleur noire. Et un matin, en sortant de la maison où nous habitions, il a été écrit « sale nègre » sur le mur. Et évidemment, ça a été un choc. Vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans. 14 ans, et ça vous a marqué ? Oui, je pense que d'ailleurs mon engagement politique, associatif, puisque notamment je me suis engagé avant d'un engagement politique, j'ai aussi beaucoup d'engagement dans le cadre de ma profession d'homme de médias, notamment j'ai dirigé la diversité du groupe France Télévisions, la politique de diversité. Donc je pense, et j'en suis même sûr, ce que j'ai vu à ce moment-là était déterminant par rapport à mes engagements de citoyen. Et quelques années après ? Et donc, est-ce que vous avez le sentiment J'avais cette peur, cette peur primaire, cette peur primaire du racisme, de l'insulte. Je vous passerai sur tous les épisodes que j'ai eu à supporter, divers et variés, graves ou moins graves, dus uniquement à sa couleur de peau. C'est-à-dire qu'on n'est plus vu comme Arnaud, un individu, mais comme Arnaud, métis. Et donc, oui, il y avait cette peur. Mais moi, mais de nombreux de mes amis, nous avions peur. Et c'est vrai que quand les résultats... Quel constat vous faites quelques années après ? 14 ans, vous aviez 14 ans, Arnaud Ngatscha, monsieur le maire adjoint, vous avez vécu ce racisme de plein fouet, d'accord ? Quelques années après, aujourd'hui, est-ce que c'est le même racisme ou est-ce que ce racisme a progressé de façon plus violente ? On a vu des images, on a vu des insultes, on a vu un certain nombre d'actes, notamment, je m'en suis fait l'écho, de personnes qui se sont fait insulter, qui ont reçu des lettres, qui se sont fait insulter dans la rue par leurs voisins. Il y a eu un reportage de France 2 à propos d'une femme qui se faisait insulter par ses voisins parce qu'elle était noire. Femme infirmière. Voilà, infirmière. Donc, il y a cette violence du racisme qui perdure et qui est sans doute encore plus violente parce qu'on est, on est dans une société violente. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Ça a toujours existé. Alors, ça a toujours existé, mais évidemment, quand la société, quand la République est dirigée par des hommes politiques qui restreignent cela ou qui disent c'est interdit d'avoir de tels propos, évidemment, ces propos ne sont pas libérés. C'est-à-dire que la personne ne se permet pas de le dire. C'est comme l'antisémitisme. On sait bien que l'antisémitisme ne va pas disparaître. Mais il y a un moment, les gens qui sont antisémites ne se permettent pas, parce qu'ils voient un juif dans la rue ou parce qu'ils ont un voisin qui est de confession juive, de l'insulter. Le problème des partis racistes, antisémites, xénophobes, c'est que tout le monde se sent la liberté, n'importe où il est, d'agresser, d'insulter, de parfois violenter les individus. Et c'est ça que l'angoisse qui est revenue du Rassemblement national. Parce que ce que je vois, ce que j'ai vu durant ces 3 semaines de campagne, c'est peu de condamnation quand même de tous ces actes de la part des responsables du Rassemblement national. Monsieur le maire adjoint, on va en parler justement. Cette déclaration concernant la diaspora, ça a été un succès. Un succès puisque vous en avez fait un sommet, un événement qui a duré toute la journée. Un véritable succès d'abord parce que beaucoup de monde, d'abord des personnalités du continent africain se sont déplacées ici pour échanger avec la diaspora. En un mot, vous reconduisez l'événement ou pas du tout plus que jamais, cet événement plus que jamais. À droite cité, il a toute sa place au sein de ce paysage plus que jamais. Écoutez, la maire de Paris d'ailleurs est venue
clore cet événement. Et je crois que quand elle est arrivée, elle a été elle-même saisie par le succès. C'est-à-dire que c'était au théâtre de la ville, qui est juste pas très loin de nous, où nous nous trouvons. Et elle a été stupéfaite par ce théâtre rempli. Nous étions en plus un lundi, en fin de journée. Les gens ont moult offres à Paris et ils étaient là. Et elle a senti cette ferveur, cette demande. Moi, à travers ça, c'était de dire, voilà, Paris s'est enrichi de ces diasporas. Et peu importe les diasporas. Diaspora du continent africain, d'Asie, diaspora venant des pays européens. Et moi, je voulais montrer cette richesse, ce multiculturalisme qui fait la force et la richesse de notre ville. Et c'est ce message-là. Évidemment, nous allons le poursuivre en 2025. Alors, monsieur le maire adjoint, je vais parler à l'acteur politique que vous êtes, et non pas l'homme engagé sur les questions, justement, que vous venez de citer. Au seuil du pouvoir, clairement, vous, l'homme de gauche, de sensibilité de gauche, est-ce que vous avez le sentiment que la gauche risque-t-elle de se fracturer aujourd'hui quand on voit le paysage politique, et notamment l'exécutif ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se fracturer, cette gauche ? Écoutez, dans la gauche qui a réussi à s'unir, là, dans le cas de ces élections législatives, et c'était un peu, pour certains observateurs, ils ne s'y attendaient pas. Donc cette gauche a réussi à dépasser, dans le cadre de cette campagne, ces divergences. Mais ne nous y trompons pas. Il y a dans cette gauche, une gauche qui, sur certains aspects, pose des soucis. Pose des soucis parce qu'elle a des positions qui sont très éloignées, par exemple, de la social-démocratie à laquelle je suis attaché. Si on prend la question internationale, par exemple, qui était celle du parti de la France Insoumise, il y avait des différences majeures. D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne des Européennes, puisque Raphaël Glucksmann a été un des premiers à dénoncer les outrances dont il a été victime, d'ailleurs, pendant sa campagne électorale, d'une partie de ces éléments de cette gauche-là, contre lui, les attaques ad nominem, voire plus, puisque je me rappelle d'un meeting où il est allé, où il était menacé, il a dû partir. Donc il y a cela. Il y a la question, évidemment, qui touche à celle du Moyen-Orient. Et ce sentiment d'une certaine forme d'instrumentalisation, parfois des questions internationales, et notamment de celle-ci, dans le débat. Il y a une certaine forme de brutalité, d'outrance que l'on a vu à l'Assemblée nationale. Donc oui, il y a des différences, et elles sont en train de revenir. Et c'est normal, parce que moi, en tant qu'homme politique, je pense qu'il faut de la clarté. Voilà. Je pars du principe qu'une gauche forte, c'est une gauche qui est claire. Je me réjouis du retour des travaillistes. Mais c'est un peu une gauche de la dernière chance. Pardon de vous poser la question. Je me réjouis, par exemple, du retour des travaillistes. Vous le savez, ça. Au pouvoir. Il y a un sursis. Au pouvoir au Royaume-Uni, qui ont clarifié leur position et sont revenus sur une gauche... Sauf que chez nous, elle est différente. Cette gauche, elle est en sursis aujourd'hui. C'est un peu une gauche de dernière chance, non ? Oui, c'est une gauche de dernière chance. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que l'alliance anti-Rassemblement national a permis d'écarter du pouvoir le Rassemblement national que c'est terminé. Le Rassemblement national a fait plus de 10 millions de voix. C'est colossal. Ils ont plus de 140 députés à l'Assemblée nationale. Ils sont en position aujourd'hui idéale, en tout cas Madame Le Pen est en position idéale, pour préparer sa présidentielle. Donc ne nous y trompons pas. Nous sommes dans une situation où il faut faire extrêmement attention aux signaux que nous allons envoyer aux Français et que la gauche va envoyer aux Français pour accéder au pouvoir. Je crois que tout n'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs, dont le bloc de gauche qui est en tête, donc normal, il est tout à fait normal que ce soit lui qui soit en proposition de Premier ministre, mais évidemment, il faut que ce soit un Premier ministre qui soit au centre de la gauche, qui permette d'aller construire des majorités de projets, puisqu'on voit bien, il n'y aura pas possibilité d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je vous presse un peu parce que dans cet entretien du jour, justement, je voudrais qu'on aborde d'autres sujets, et c'est celui des JO qui est très attendu. On était, franchement, qu'on se le dise, monsieur Arnaud Ngatsha, monsieur le maire adjoint, on était à 2 doigts d'éviter le pire avec les JO. J'ai entendu dire que le boss des boss, a fait une déclaration il y a quelques jours à peine, la semaine dernière, qu'il envisageait peut-être de repousser ou de recaler ou de retrouver une date pour les JO.
Alors, d'abord, confirmez-nous, ça non, se tient. pas du tout. Et d'ailleurs, le CIO a dit que c'était faux. Alors, je ne sais pas où a pu être tenu ces propos-là. En tout cas, le CIO a clairement démenti tout report des Jeux. Comment ça se prépare l'ouverture ? Non, l'ouverture se prépare très bien, tout va bien. Tout est calé. Avant de venir, j'étais notamment avec la maire de Paris, le préfet de police était là. Tout est en place, tout est calé et nous sommes impatients de vivre avec le monde et les Français, les Parisiens, ce grand moment de l'ouverture des Jeux Olympiques Paralympiques. Et donc, je suis encore plus heureux, évidemment. Je ne vous cacherai pas que j'avais aussi cette angoisse que nous puissions vivre ce grand moment avec des partis d'extrême droite, puisque c'était envoyer une image de mon pays donc là, que moi, je ne cautionne pas. Donc, je dis ouf, je suis heureux et je dis à tous mes interlocuteurs, ambassadeurs, les différents interlocuteurs internationaux que je rencontre, notamment du continent africain, à travers tous les échanges que nous avons avec le continent africain, que ça va être une fête magnifique. Il faut maintenant que nous puissions aussi vivre cette fête, que la séquence politique laisse vivre ce grand moment international dans la capitale. Monsieur le maire adjoint, vous m'arrêtez si ce n'est pas le bon chiffre, hein. 15 millions de touristes sont attendus dans cette belle capitale parisienne. Tout à fait. Vous confirmez ? C'est le chiffre que nous attendons à Paris. Vous allez pouvoir gérer les 15 millions ? Oui. Ça se gère parce que moi, quand j'entends 15 millions, ça me fait un peu peur. Je me dis, comment on va gérer cette histoire de 15 millions dans Paris qui vont venir durant les 15 jours, évidemment, des Jeux Olympiques et 15 millions en 15 jours Non, mais c'est colossal. En même temps... C'est un sacré dispositif. C'est un sacré dispositif. C'est un dispositif, on le sait, d'abord sécuritaire. Hein, et je salue d'ailleurs tout le travail fait par le préfet de police Laurent Nunez, qui est exceptionnel, avec les équipes du ministère de l'Intérieur, avec notre police municipale et puis avec aussi les forces armées qui sont mobilisées aussi et dans le cadre de ces Jeux. Donc c'est un défi sécuritaire pour assurer la sécurité et puis aussi une grande fête pour évidemment permettre à tous ces touristes, tous ceux qui aiment les Jeux, qui viennent voir les compétitions, surtout de vivre des grands moments de sport. Allez, on va regarder, vous savez quoi, la bande-annonce, celle qui plante bien l'envie de venir au JO de Paris. Si encore vous posez la question, eh ben regardez et on revient en parler avec monsieur le maire adjoint. Événement exceptionnel, hein. Ça donne envie. Moi j'ai envie d'y être là quand je vois la bande-annonce, j'ai envie d'y être. Je vous dis tout de suite, monsieur le maire adjoint. Ça me donne le frisson et je vous dis ça parce que le 14 juillet, la femme arrive à Paris, ça y est. Hein. Le 14 juillet, elle sera là, à l'hôtel de ville de Paris. 14 juillet, le jour où il y a le défilé militaire, le jour où il y a le feu d'artifice. C'est le jour de notre grande fête nationale. La flamme sera dans la capitale, elle fera le tour dans la capitale, elle passera notamment dans l'arrondissement d'élection qui est le mien, qui est le 9e arrondissement, Truden, rue des Martyrs. La flamme sera là, je dis aux habitants du 9e, soyez au rendez-vous. Et puis elle sera dans tous les arrondissements et elle dormira
à l'hôtel de ville. Ah, La flamme va dormir à l'hôtel de ville avant de reprendre son chemin. Et ça va être exceptionnel. Il y aura un concert sur le parvis de l'hôtel de ville. vous écoutez Palais, vous nous donnez déjà envie. Ah, mais moi, je suis là pour ça. Je suis là pour donner envie. Justement. Vous savez quoi, on va parler de l'Afrique parce que justement, l'Afrique, elle aussi, elle se pose des questions et elle s'interroge. Alors, vous me dites, si c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de médailles d'or. Hein. Par exemple, si je prends les derniers JO à Tokyo, l'Afrique avait récolté 37 médailles. Ouais. 11 en or, 12 en argent, 14 en bronze. Le Kenya, lui seul, s'est octroyé 10 médailles. Bref, j'en passe. L'Afrique, aujourd'hui, est-ce qu'elle dispose des infrastructures nécessaires, franchement, M. Arnaud Ngacha, pour organiser les JO? Parce que jamais les JO n'ont été organisés en Afrique. C'est un rêve, je vous pose la question franchement, comme je le pense, c'est un rêve inaccessible. Oui. Alors, il ne faut jamais dire inaccessible, hein, parce que... Je ne sais pas, quand on voit... Non, il ne faut jamais dire, parce que souvent les CAN, qui sont la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont organisées notamment en Afrique, se passent très bien dans les différents pays. Sauf que là, c'est les JO, hein, oui, c'est pas la CAN. Laissez-moi... Ouais. D'abord, l'Afrique, c'est très vaste, donc il y a beaucoup de pays africains dans ce continent africain, notamment, et un certain nombre de pays qui sont en train de vivre une grande croissance économique. Si vous prenez l'Afrique du Sud, notamment, je donne un exemple, mais la Côte d'Ivoire, un autre exemple, le Maroc. Donc, on a sur le continent africain des économies qui commencent à être des économies prospères. Et par ailleurs, un certain nombre de pays, vous l'avez dit, qui sont des pays des grandes nations sportives aujourd'hui. Le Kenya, si on prend le Kenya, le Sénégal, par ailleurs. Donc, je vais citer le Cameroun, évidemment, qui est cher à mon cœur. Et donc, si vous voulez, demain, qu'il y ait une candidature d'un pays africain qui se fédère avec d'autres pays africains est tout à fait possible, envisageable. Après, dans quelles conditions? Parce qu'il y a des... L'Égypte, je sais qu'elle s'est dite prête, par exemple. Voilà, l'Égypte, par exemple. Je n'ai pas cité l'Égypte, évidemment. Donc, je pense qu'il y a les capacités aujourd'hui pour les pays... Donc, un rêve accessible, vous êtes en train de Oui, dire. pour un grand pays africain qui monte une candidature, je pense, notamment avec un certain nombre de partenaires. Et c'est en train beaucoup de se monter. Parce que je vous pose la question, monsieur le maire adjoint, parce que c'est vrai que l'Afrique, franchement, hein, qu'on se le dise, elle n'a jamais organisé les JO. Non, mais jamais les Jeux moi, olympiques. je suis sûr que ça va venir. Je veux dire, quand moi, je voyage énormément à travers le monde. D'abord, l'Afrique fait l'objet de convoitises, dans le bon sens du terme, non plus comme avant, mais c'est-à-dire de partenariats énormes. Il ne faut quand même pas oublier, moi, ça ne m'a pas échappé, que si on prend M. Biden, non seulement il a fait un sommet États-Unis-Afrique à Washington. Je ne l'ai pas vu faire à Washington un sommet États-Unis-Europe. Il a fait un sommet États-Unis-Afrique. Anthony Blinken, son secrétaire d'État, est allé 2 fois sur le continent africain. Les Américains, quand ils portent un intérêt comme cela à une zone, c'est qu'ils font des investissements majeurs. Vous prenez les Russes, on peut évidemment, et je condamne évidemment les attaques de M. Poutine contre l'Ukraine, mais les Russes depuis un moment investissent, les Turcs également, les Chinois. Donc on voit bien que toutes les grandes puissances internationales se mettent en relation avec les différents pays africains pour nouer des relations. Pourquoi? Parce qu'ils savent que... Quels sont les échanges que vous avez avec vos homologues justement africains? Et qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous échangez comme, nous, concernant les Jeux Olympiques, bien sûr, qui arrivent dans quelques jours? La maire de Paris, notamment à travers l'Association internationale des maires francophones, qui est la grande organisation francophone dans laquelle nous sommes investis, dans laquelle nous investissons aussi beaucoup d'argent. La maire de Paris en est la présidente. À travers cette association, nous avons notamment accès à beaucoup de maires francophones et du continent africain. Je vais donner quelques exemples. Rabat, Douala, Yaoundé, mais aussi Abidjan, mais aussi Dakar, mais aussi Libreville. Voilà. Ouais. Donc il y a à peu près toutes les grandes pays francophones qui sont représentés dans cette association. D'abord, la plupart des maires vont être à Paris, invités par la maire de Paris pour le... Donc ils seront présents pour l'ouverture. Pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Qui aura lieu le 26. Le 26, pardon. Le 26 juillet. Donc le 26. Voilà. Beaucoup de maires tout à fait. Et la maire, africains seront présents. Voilà. Et par ailleurs, c'est bien que vous nous confirmiez ça. Oui, donc, tout ils seront à fait. Présents. Tout à fait. La plupart seront là avec nous. Et puis surtout, nous sommes là pour être des interlocuteurs sur le long terme parce que nous avons cette relation à travers l'Association internationale des maires francophones. Et c'est aussi une mission qui m'avait été assignée par la maire quand j'ai été élu maire adjoint. C'était de développer nos partenariats ville à ville avec le continent. Ce que me suis efforcé à faire parce que la maire est convaincue, tout comme moi,
qu'en développant nos partenariats avec le continent africain, c'est du gagnant-gagnant, pas seulement pour eux que nous aidons, mais pour nous. N'oublions pas que Paris est la première ville de la diaspora du continent africain. Ne l'oublions pas, en Europe. Et donc, nous avons un rôle particulier à jouer, évidemment, par rapport à cela. Je vois que le temps presse, mais c'est impressionnant, alors que je voulais aborder la question de la francophonie avec vous. Ce sera peut-être certainement, monsieur le maire adjoint, la dernière question que je vous pose. Alors, c'est une question, la langue française, la langue de Molière, l'Afrique de la francophonie, est-ce qu'elle passe par l'Afrique ? Parce que, vous savez, la population francophone mondiale, elle augmente. Je ne vous l'apprends pas, vous qui êtes aux manettes de tout cela. Il y a une croissance démographique en Afrique, donc cela veut dire, ça se traduit par une langue française plus présente. Mais beaucoup se posent la question, est-ce que la langue française est encore d'actualité sur le continent africain ? Est-ce que ce n'est pas un peu à bas la francophonie, monsieur le maire adjoint ? Non, mais je ne vais pas vous cacher, je veux dire, c'est un Je vous parle de ça parce qu'il y a un divorce. Non, mais je ne vais pas vous cacher. Non, mais il y a une relation... Divorce diplomatique, pardon. Non, mais il y a une relation qui est complexe parce que nouvelle. Le monde est en train de changer, mais il change sur l'ensemble de la planète, et évidemment aussi sur le continent africain et dans le rapport d'un certain nombre de pays du continent avec la France, ancienne puissance coloniale. Alors parfois c'est aussi utilisé par d'autres parce que ça les arrange. Là où la France part, d'autres peuvent arriver. Il ne faut pas non plus être dupe. Donc la désinformation, les fake news contre la France, etc. Après, je pense qu'il y a une nouvelle relation qu'il faut savoir construire. Il faut aussi qu'un certain nombre d'acteurs, et je pense que la France doit plus utiliser ses binationaux. Voilà ce sujet qui avait été tellement vilipendé par les amis, M. Bardella et ses amis. Les binationaux qui sont une richesse et qui sont des interlocuteurs naturels des nouveaux dirigeants du continent africain et qui peuvent aider à faire ce pont. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce que j'observe en tout cas... Vous êtes pour le coup un ambassadeur de la francophonie. Oui, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a une relation nouvelle qui se met en place. On n'est plus spécialement l'acteur majeur pour certains, mais ils nous aiment. Moi, vraiment, c'est ce que nous ressentons. Il y a vraiment quand même un attachement et un amour. Mais il faut leur parler différemment. C'est-à-dire, il faut arrêter les leçons de morale constantes. Moi, je pars d'un postulat qu'il faut respecter les peuples, d'égal à égal, leurs coutumes et leurs souhaits, notamment d'évolution et de respect de leur souveraineté. Voilà, à partir de là, une fois qu'on a respecté ces principes, on peut parler et bâtir. Et je pense que il n'y a aucune raison que la France ne continue pas à occuper un rôle majeur là-bas. Et vous avez posé une question très juste sur la francophonie. La francophonie ne se résume pas à la relation à l'Afrique. Évidemment, il y a la francophonie évidemment en Amérique du Nord avec nos amis du Québec, Montréal, etc. Mais il y a aussi la francophonie en Asie. Il y a aussi la francophonie de pays qui ne sont pas francophones et qui cherchent à l'être. Je disais l'Association internationale des maires francophones. Nous, on a créé par exemple des postes d'observateurs. L'autre jour, le maire d'Istanbul est venu à Paris. Énorme capitale, Istanbul, majeure. Ah, ça. Eh bien, le maire d'Istanbul, il nous a demandé de pouvoir venir à une réunion de l'Association internationale des maires francophones pour parler aux maires francophones. Nous avons ouvert aussi à Kiev, lorsque Kiev a été attaqué, pour montrer aux maires francophones, pour créer des liens entre Kiev et les villes francophones. Donc, il y a un certain nombre... La francophonie, elle doit être... on va dire, elle doit aussi conquérir des nouvelles parts de marché, si j'ose dire. Et pour cela, elle doit être ouverte. Ça va être aussi tout l'enjeu du sommet international de la francophonie qui se tiendra en France, à Villers-Cotterêts au mois d'octobre. La ville de Paris y jouera toute sa part. J'y travaille évidemment en parallèle de ce qui se passera, de ce qui sera organisé par l'Organisation internationale de la francophonie du gouvernement français. Mais Paris, évidemment, jouera toute sa part. Nous ferons à l'hôtel de ville un certain nombre d'événements avec l'Association internationale des maires francophones. Et je crois en la francophonie, mais une francophonie renouvelée. Je pense que ce qui ne marche plus et ce que les pays ne supportent plus et les peuples, c'est qu'on leur donne des leçons de morale. J'aimerais bien vous garder, monsieur le maire. J'aimerais bien vous garder, mais j'ai le réalisateur qui m'a dit qu'à l'oreille, faut arrêter là, ça y est, il faut rendre l'antenne. Donc je vais devoir. L'entretien, on l'a. D'ailleurs, regardez, on s'est étalé un peu. Non, mais c'est passionnant. Bravo en tout cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Mais vous reviendrez de toute façon. Avec plaisir. Pour justement le sujet de la francophonie. Avec plaisir. Ça fera l'objet d'un entretien du jour. Avec plaisir. Tiens, voilà. Arnoun Gatchal, maire adjoint chargé des questions européennes, internationales, chargé de la francophonie. Vous l'aurez reconnu, un véritable ambassadeur de la francophonie. Ça ne vous a pas échappé. Merci infiniment, c'était un plaisir partagé. À la réalisation, c'est Romain. Et puis, merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices. On se retrouve pour un prochain rendez-vous, prochain invité. D'ici là, restez fidèles à Télésud Global Africa. Mais surtout, on ne lâche rien.